Les matins de France Culture, podcast hors série. Proche-Orient, les visages de la guerre. Hassan Nasrallah, l'inventeur du Hezbollah. Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah depuis 1992 jusqu'à sa mort le 27 septembre 2024, était l'une des figures les plus influentes et mystérieuses du Proche-Orient. Surnommé le maître de la résistance par ses séides, il a dirigé l'organisation chiite à travers des décennies de guerre contre Israël, façonnant la politique libanaise, devenant un acteur central dans la région. Ce podcast en 4 épisodes retrace son parcours, les premières années de sa vie à la tête du Hezbollah, en passant par les conflits armés majeurs comme la guerre de 2006 contre Israël et son rôle dans la guerre civile syrienne. Comment cet homme, à la fois charismatique et redouté, a-t-il réussi à s'imposer comme l'une des figures incontournables du monde arabe et à modeler l'équilibre des forces au Proche-Orient? Ce récit vous plonge dans les coulisses de la carrière d'un leader aussi énigmatique qu'influent. Épisode 1, les débuts d'un chef de guerre. Bonjour Aurélie Daher. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse à Paris-Dauphine. On vous doit notamment le Hezbollah, mobilisation et pouvoir aux presses universitaires de France. Peut-être si vous pouviez tout d'abord nous dire dans quel contexte il est né, Hassan Nasrallah, à Beyrouth, dans quel quartier ? Alors, il est né effectivement en 1960. Il y a quelques incertitudes quant à la date, quant au jour et au mois exact. Pendant très longtemps, le Hezbollah nous a expliqué que c'était le 31 août et on l'a fêté, la communauté chiite, le Liban qui le soutient, ont pu fêter son anniversaire régulièrement le 31 août. Puis on a appris dernièrement que finalement il serait peut-être né au mois de novembre. Et donc, voilà, pour l'instant, il reste encore, plein encore le mystère autour de l'anniversaire, la date d'anniversaire exacte de Nasrallah. Il naît dans un quartier qui s'appelle Chachabouk, qui est dans la banlieue est de Beyrouth. C'est un quartier qui est très multiconfessionnel et un peu multiethnique, dans le sens où on a des Libanais, donc qui sont arabes, mais on a aussi des Kurdes, on a pas mal d'Arméniens. Et d'ailleurs, c'est en grandissant dans ce quartier que il apprend un petit peu l'arménien, et c'est important parce que plus tard dans ses relations politiques avec la communauté arménienne, plusieurs témoignages de députés arméniens rapporteront qu'ils aiment bien quand ils vont le voir, l'entendre baragouiner un petit peu en arménien. Il fait exprès à chaque fois, il faisait en tout cas l'effort de parler un petit peu en arménien. Donc il grandit dans ce quartier et son père est originaire du sud, c'est un chiite originaire du sud, d'un village qui s'appelle Al-Bazouriye, son petit village. Son père avait été chassé par la situation socio-économique extrêmement difficile dans les années 50-60 du sud. Donc il monte sur la capitale et il ouvre magasin de primeurs, il vend fruits et légumes. Le jeune Hassan donc l'aide après l'école. On a dans les quelques rares pages de biographie qui ont été mises dans l'espace public, on apprend que quand il est ado, il passe des heures devant le portrait de l'imam Moussa Sadr. Donc Moussa Sadr, c'est en fait un clerc iranien d'origine libanaise qui a lancé, si vous voulez, une première mobilisation sociopolitique au sein de la communauté chiite à la fin des années 50 et puis dans les années 60, début 70. Il disparaîtra mystérieusement en Libye en 78. Bon, évidemment, tout le monde sait que, a priori, Kadhafi lui a fait un sort. Et puis, Nasrallah dira dans quelques pages autobiographiques que il prend de cet homme une inspiration à l'action, à vouloir faire quelque chose pour la communauté, faire quelque chose pour le Liban, faire quelque chose pour le Moyen-Orient. En tout cas, il présente la source de sa première inspiration, sa première vocation, là, en le personnage de Moussa Sadr. Alors, il quitte l'école à l'âge de 15 ans, donc il n'a pas le bac, il n'a jamais eu le bac.
Il quitte l'école à 15 ans avec quelques fifrelins récupérés ici et là auprès des membres de la famille pour faire quelque chose qui est très étrange, à la fois à l'époque et pour sa famille, qui n'est pas du tout religieuse. Il décide d'aller jusqu'en Irak pour aller faire des études religieuses. Pourquoi en Irak ? Parce que en Irak, donc, il y a la ville de Najaf, qui est, on va dire, la Sciences Po ou les Harvard des études religieuses chiites dans le monde arabe. Et donc, il part avec sa petite bourse, il prend le bus, il y passe du temps et il arrive là-bas, complètement désargenté. Il a juste un contact, un Libanais, qui lui dit « Écoute, c'est très simple, il faut que tu ailles voir un garçon qui s'appelle Abbas el-Moussaoui, c'est lui le bras droit du grand ayatollah du campus, et puis lui, il va se dépatouiller pour te trouver une bourse, te trouver un logement, etc. » Et ce que ne sait pas Nasrallah, c'est qu'en fait, le fameux Abbas el-Moussaoui est un compatriote, un Libanais. Il le prend pour un Irakien au début. Donc, il y a tout pareil. Dans l'histoire du Hezbollah, il y a une histoire, un moment assez plaisant où les deux hommes se rencontrent. Et puis, Nasrallah essaye de lui parler dans un arabe littéral standard, en mettant une espèce de petit coloris de ce qu'il a chopé de l'accent irakien, etc. Et puis l'autre, pas peau de vache du tout, le regarde, attend, le laisse patauger dans la semoule pendant 5 grosses minutes et lui dit à la fin « Mais arrête de t'escrimer, je suis libanais comme toi, on peut parler dans notre dialecte, etc. » Et là, hop, les v'là copains comme, alors j'allais dire comme cochon, comme mouton. Et ils deviennent inséparables. Et puis, l'histoire nous dira plus tard qu'en fait, Abbas el-Moussaoui, ce sera plus tard le deuxième secrétaire général du Hezbollah et ce sera le prédécesseur de Nasrallah à ce poste. Alors, le pépin, c'est que à peine les études religieuses débutaient en Irak, Saddam Hussein, le fameux, the one and only one, commence à mettre la pression sur le campus. Il persécute notamment les ayatollahs, qui le voient un peu comme une 5e colonne, contre son régime. Et puis, il commence à mettre à la porte les étudiants étrangers, année après année. Notamment, 77, c'est l'année où il va virer les étudiants libanais. 78, ce sera vraiment la fin de la vague contre les Libanais. Et puis, donc, tous ces étudiants libanais qui étudiaient la religion ensemble atterrissent à Baalbek, donc dans le nord-est du Liban, dans une ville qui n'est pas du tout religieuse à l'époque. Au contraire, elle est très marquée par le communisme. Elle est très à gauche. Donc, ils fondent une petite école. Abbas el-Moussaoui fonde sa petite école, continue les cours, notamment à son protégé. Et puis, Abbas el-Moussaoui embarque comme ça autour de lui une bande de jeunes un peu religiosés, nouvellement religiosés, à qui il explique que l'islam, certes, c'est une religion et tout, mais l'islam, c'est aussi une philosophie du combat et surtout une philosophie de la résistance. Et en 78, on s'en souvient, Israël avait massivement envahi le Liban pendant 3 mois. Et puis c'était partiellement retiré, avait créé donc cette zone au sud Liban, une zone tampon pour empêcher les Palestiniens de lancer leurs roquettes depuis le territoire. Et là, Moussaoui commence à mobiliser et à préparer militairement les populations du Nord en disant « ils vont revenir, il faut être prêt ». En 78, Israël est las des opérations de groupes armés palestiniens qui opèrent depuis le Sud-Liban, plus particulièrement depuis 1970. D'où sont venus ces Palestiniens ? Alors, le Liban a, depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, été une terre d'élection pour plusieurs vagues de réfugiés palestiniens. Mais en 1970, il y a eu Septembre Noir en Jordanie. En l'occurrence, il y a une tentative de renversement de la monarchie du roi Hussein, qu'on estimait être trop copain avec les Israéliens. Et puis, le roi Hussein va avoir vent de l'opération, va mener une opération de représailles particulièrement sanglante, d'où le nom Septembre Noir. On va avoir plusieurs milliers de morts. Et donc, on va avoir comme ça des factions palestiniennes extrêmement bien armées, extrêmement bien entraînées aussi, qui vont fuir au Liban et qui vont s'installer au sud Liban et qui vont y installer un État dans l'État.
mais alors littéralement un État d'un État, c'est-à-dire que non seulement l'armée libanaise ne peut pas y aller, mais on n'y reconnaît pas l'autorité de l'État libanais, c'est-à-dire que ces groupes vont s'organiser de telle façon, par exemple, à émettre, y compris pour les populations libanaises locales, des cartes d'identité issues de leurs propres institutions. Il faut un laissez-passer pour entrer dans la zone, issues de leurs institutions. Il y a même des plaques d'immatriculation pour les voitures issues de leurs institutions. Bref, les Libanais au sud Liban ne se sentent plus chez eux. Il y aura beaucoup de représailles israéliennes sur le sud Liban. Les chiites libanais tombent comme des mouches en dommages collatéraux. Donc la colère contre les Palestiniens monte, en fait, des deux côtés de la frontière, à la fois du côté libanais et du côté israélien. Et en 78, les Israéliens en ont marre, en fait, que le nord d'Israël, donc la Galilée, soit régulièrement prise pour cible par les attaques palestiniennes. Ils se disent, on va aller au Liban, on va nettoyer en profondeur la frontière, on va établir donc une buffer zone, une zone tampon, où il n'y aura plus de combattants palestiniens. On va les repousser assez loin pour que leurs roquettes, même tirées depuis un peu plus au nord, n'atteignent pas le territoire. Et c'est ce qu'ils font en mars 78. Ça va être sanglant. Les Palestiniens vont être repoussés un moment, puis finalement ils reviendront, ce qui causera 82, 4 ans plus tard. Donc en 82, Israël resserre les plats aux Libanais, donc revient envahit massivement le Liban, donc au mois de juin. Alors là, l'ambition israélienne est un peu plus multidimensionnelle, j'ai envie de dire, qu'en 78. En 78, a été quand même, comme je disais, très palestino-centré. Là, Israël a des plans pour le Liban. 82, c'est une année d'élection présidentielle au Liban, et Israël aimerait bien aider son allié local, Bachir Gemayel, qui est à la tête de la milice chrétienne d'extrême droite et les forces libanaises, aimerait bien le placer à la tête de la présidence. Bon, a priori, c'est mal parti, donc les Israéliens disent on va lui donner un coup de pouce. On va aussi l'aider à se débarrasser des forces palestiniennes, mais cette fois-ci, une fois pour toutes. Donc cette fois-ci, l'idée, ce n'est pas de se contenter d'aller au sud Liban, il va falloir monter jusqu'à Beyrouth pour arracher, entre guillemets, le mal à la racine, et notamment à Yasser Arafat, à la tête de l'OLP, et avec pour QG, donc un des quartiers de Beyrouth. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à Beyrouth, dégager Arafat, dégager les troupes palestiniennes, aider Bachir Gemayel à s'installer. Et puis, Israël a des visions annexionnistes envers le sud du Liban. Israël aimerait bien repousser sa frontière avec le Liban d'une 30aine de kilomètres jusqu'au fleuve Litani. Le sud du Liban est un territoire qui est extrêmement fertile. Donc ça intéresse, elle est très agricole comme région, donc ça intéresse beaucoup les Israéliens de récupérer ça. Et puis surtout, le Litani est un fleuve qui a beaucoup d'eau toute l'année, tous les jours de l'année. Et Israël, on le sait, a beaucoup de problèmes d'eau, a toujours eu de problèmes d'eau. Donc, ce serait tout bénef, si vous voulez. Pour les Israéliens, il y a tout à y gagner. Et puis, ce qu'on espère du côté israélien, c'est qu'en remerciement, Bachir Gemayel viendra faire ses salam aleik à Jérusalem et signer enfin un accord de paix entre Israël et le Liban. Et puis, les choses n'ont pas tout à fait se passer comme prévu. Les Israéliens entrent massivement au Liban. Alors, ils sont paradoxalement très bien accueillis au Sud-Liban. Disons qu'ils rentrent là-dedans comme du beurre, parce que la population en a tellement marre des années palestiniennes que finalement on est content que les Israéliens fassent le sale boulot. Et puis, en revanche, là où personne ne s'y attendait, Ariel Sharon, qui à l'époque est ministre de la Défense et en charge de la campagne militaire au Liban, avait promis, vous allez voir, ça va être une balade de santé, une petite promenade de santé, je vous règle ça en une semaine, ça va être plié. Et puis, ils avaient prévu un peu de résistance au sud, ils se sont dit, une fois qu'on a passé le sud, ça va bien se passer. Il s'est passé exactement l'inverse. Le sud, aucun problème. Et puis, tout d'un coup, alors qu'ils sont arrivés à la porte sud de Beyrouth, à Khaldé, en fait, paf, ils se heurtent, les chars israéliens se heurtent à un groupe de résistants inconnus. On ne sait pas d'où ils sortent. On sait qu'ils viennent de la banlieue sud de Beyrouth. On sait qu'ils sont a priori chiites. Ils ont tous des barbes d'une semaine. Ils ont leur petite calache qui date des années 70, des restes de l'ère soviétique des années 70. Mais ils ont l'air quand même méchamment déterminés. Et puis, là, ça bloque. L'armée israélienne n'arrive pas à entrer dans Beyrouth.
Et commence un siège absolument épouvantable de Beyrouth qui va durer plus de 2 mois et demi. Beyrouth va être absolument douchée 24 sur 24, nuit comme jour, de roquettes. Ça va être extrêmement violent. L'armée israélienne ne va jamais réussir à rentrer. Et en fait, on comprendra plus tard, donc qui sont ces résistants-là qu'on n'a pas vu arriver, ils vont faire partie des premières cohortes en fait, du Hezbollah.